Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Christian Jacob, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Christian Jacob, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quelles leçons tirez-vous des résultats du second tour des élections cantonales qui ont eu lieu dimanche ? Tout d'abord, un taux record d'abstention. Ensuite, donc faible mobilisation, notre électorat. Mais au-delà de ça, une montée du Front National en voie. Donc il faut savoir en tirer les enseignements. C'est un échec pour l'UMP ? On n'est pas dans un échec parce que on nous annonçait 10 départements qui allaient passer à gauche. En revanche, il y en a deux qui ont déjà basculé, peut-être d'autres déceptions avec des résultats qui ne sont pas bons. Il faut appeler les choses par leur nom. Les résultats ne sont pas bons. Mais on n'est pas sur un raz-de-marée de gauche comme ça nous avait été annoncé, puisque Madame Aubry annonçait 10 départements qui pouvaient basculer. Bon, il y en a 2 qui ont basculé. Un qui a basculé dans l'autre sens, puisque le Val d'Oise, nous gagnons une présidence. Donc voilà où nous en sommes. Mais au-delà de ça, les résultats ne sont pas bons pour l'UMP. Comment vous l'expliquez, ces résultats? Vous les expliquez? C'est l'échec de la stratégie de Nicolas Sarkozy qui, depuis la rentrée, avait essayé de focaliser l'attention sur des thèmes comme l'immigration ou la sécurité? Non, je pense qu'il faut... Vous savez, les Français ne confondent pas les élections. Il ne faut pas les confondre. Une élection cantonale reste une élection cantonale, même si on peut en tirer un certain nombre d'enseignements nationaux, ce qu'on ne manquera pas de faire. Mais c'est seulement la moitié des cantons de France qui étaient en renouvellement. Sur un mode de scrutin, un canton, c'est plusieurs petits morceaux de France, les uns à côté des autres, qui sont en renouvellement, avec des écarts parfois d'ailleurs très importants, puisque ça veut dire que la personnalité des candidats a aussi son importance. Maintenant, les causes de l'augmentation du Front National, même si là aussi on peut relativiser, puisque Mme Le Pen avait dit qu'elle comptait sur 10 à 50 conseillers généraux. Je crois qu'il y en a 2 d'élus, mais il n'empêche qu'il y ait une montée. Là aussi, il ne faut pas chercher à masquer les choses. Cette montée, plusieurs raisons. Nous sommes dans une période de crise, après une crise financière très importante, crise économique, crise sociale, internationale, nucléaire, autant de sujets d'inquiétude des Français, problème de pouvoir d'achat. Et tout cela fait qu'effectivement, quand il y a des inquiétudes, lorsque le pays est inquiet, le Front National monte parce que ça n'est pas c'est un parti qui attire des voix au moment des réactions, des inquiétudes, mais on n'est pas dans une construction. D'ailleurs, qui aujourd'hui croit sérieusement que l'on peut sortir de l'euro, puisque ce sont les propositions de Madame Le Pen qui demandent un retour au franc. Ça se traduirait par quoi? Par 20, 30, 40% de dévaluation et d'augmentation du coût de la vie. Elle demande à ce que la France se retire de l'Union européenne. Comment? Sur quelles conséquences? On voit bien les limites, mais en même temps, on voit aussi les voies. François Baroin était ce matin sur France Info. Je vous propose de l'écouter. Je crois qu'il faut certainement mettre un terme à tous ces débats. Et l'immense majorité des Français sont des républicains. Nous avons en partage ces valeurs républicaines. Nous devons les réaffirmer. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on lance un débat sur la laïcité, je pense que la gauche pourrait rejoindre une idée d'une résolution parlementaire qui nous entraînerait sur un chemin de réaffirmation de ces principes et qui est un mieux vivre ensemble. Je crois qu'il faut s'écarter de tout ce qui peut, de près ou de loin, donner l'impression de stigmatiser. Alors, il faut arrêter ces débats, comme le demande François Baroin? C'est pas du tout ce que j'ai entendu. C'est ce qu'il dit au début. Il dit qu'il faut arrêter tous ces débats. Non, ce qu'il dit, moi j'ai vu et je vois très régulièrement François Baroin. Sa position est la même, d'ailleurs rigoureusement la même que celle de Jean-François Copé. C'est de dire que sur chaque débat qui est ouvert, il doit être en quelque sorte sanctionné par une convention. C'est-à-dire qu'à la fin d'un débat, il y a une convention avec des propositions concrètes, dont certaines ont vocation à être appliquées immédiatement, dont d'autres ont vocation à alimenter le projet présidentiel. Et là-dessus, je pense qu'entre la position de Jean-François Copé et celle de François Baroin, c'est la même. C'est-à-dire que on n'ouvre pas des débats pour le plaisir de les ouvrir et les laisser en l'air, mais à chaque fois, il faut aller au bout des choses.
et donc sortir des propositions. Et si sur certaines propositions, la gauche voulait bien nous rejoindre, bienvenue au club. Bon, j'en suis moins convaincu. Les internautes sont amenés à vous poser des questions. L'un d'entre eux, qui se prénomme Lorraine, vous dit ceci: je suis à droite. Aussi, je viens d'entendre M. Barouin qui demande la suppression des débats. Je suis totalement contre, car à mettre le couvercle sur ce problème, les Français se tourneront forcément vers le FN. Moi, mon mécontentement, c'est la non-mise en route du Karcher. Au-delà de ce qu'elle dit, est-ce que c'est pas la déception d'un certain nombre d'électeurs entre des promesses de Nicolas Sarkozy pendant la campagne de 2007 et l'absence de résultats, ou au moins le sentiment d'absence de résultats sur le terrain? On n'est pas au terme, c'est pour ça qu'il ne fallait pas confondre les élections, on n'est pas au terme du quinquennat ni au terme de la législature. Non, on est à 4 ans. Vous savez, on est déjà passé. On est passé de 7 à 5, donc on ne va pas passer de 5 à 4. Et viendra le temps de rendre des comptes, de présenter le bilan de fin de mandat avec l'ensemble des réformes très importantes qui ont été réalisées. Et aujourd'hui, sur les débats, ce que dit cette jeune femme, c'est que moi je pense qu'effectivement on a besoin d'ouvrir et de reprendre position sur ces différents sujets. Mais ouvrir un débat, ça ne veut pas dire on l'ouvre et puis on le laisse en l'air. Non, on discute, on n'est pas obligé d'être du même avis, mais à la fin on se rassemble. Et le mot d'ordre au lendemain d'une élection comme celle-ci, eh bien c'est le rassemblement, c'est l'union, c'est la sérénité. Et donc pour ça, continuons d'avancer sur les sujets de société. Et effectivement, rien ne serait pire que de vouloir mettre le couvercle sur les sujets qui préoccupent les Français. Donc ce que vous dites aujourd'hui, c'est qu'il faut continuer les débats, ouvrir de nouveau d'autres chantiers. D'autres chantiers, je pense à la culture, je pense à la justice sociale, qui sont vraisemblablement les 2 prochains qui seront ouverts, mais en ayant le soin, comme nous l'avons fait pour l'application des peines, comme nous allons le faire sur la laïcité, eh bien d'avoir des propositions très concrètes qui clôturent ces débats. Un sondage BVA qui est sorti aujourd'hui montre que 52% des Français considèrent que le Front National finalement est un parti comme les autres. Est-ce que c'est votre cas aussi? Est-ce que vous considérez que Marine Le Pen, au fond, a réussi son pari de dédiaboliser le Front National? Je ne pense pas, je pense pas que c'est un parti comme les autres, au sens où sur des projets économiques, alors on peut en trouver d'autres partis qui ont aussi ce type de proposition, mais dire qu'on va quitter l'euro pour revenir au franc, quitter l'Union européenne, enfin, il y a un certain nombre de thèses, je ne vois pas comment on les applique. Et moi d'ailleurs, je serais curieux d'entendre Madame Le Pen sur ces sujets. Dans la foulée des cantonales, un autre sondage, cette fois-ci réalisé par Ipsos, a montré que face à Dominique Strauss-Kahn, Martine Aubry ou François Hollande, candidat de la gauche, Nicolas Sarkozy serait battu dès le premier tour, puisque Marine Le Pen pouvait être devant lui. Est-ce que pour vous, c'est toujours le meilleur candidat de la droite pour la présidentielle de 2012 ? Pour moi, c'est indiscutablement le meilleur candidat pour la droite. Et d'autre part, sur ce sondage, vous savez, si on prend l'ensemble des sondages qui se sont tenus 1 an avant des élections, quelles que soient les élections, ceux qui étaient en tête 1 an avant n'ont jamais gagné. Sinon, Jacques Delors aurait été président de la République, Michel Rocard, Lionel Jospin ou encore Ségolène Royal. Et Jacques Chirac que vous souteniez en Et Édouard Balladur aurait été aussi président de la République. Ouais. Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a, si on voit le résultat des cantonales aussi, l'électorat de droite cherche à avoir un autre candidat à côté de celui de l'UMP? Est-ce qu'il faut, selon vous, qu'il y ait un autre candidat, un candidat soit qui représente le centre, soit qui soit de l'UMP? Moi, je pense que la pire des choses, c'est de diviser son camp. Et donc, je ne suis pas favorable à des candidatures multiples à droite. C'est au contraire ce que j'appelle, moi, c'est à l'union, au rassemblement, mais à la discussion. L'union, ça n'est pas une caserne. On peut avoir des sensibilités, des avis différentes, mais on le fait dans l'union et dans le rassemblement. C'est comme ça que cette majorité pourra se succéder à elle-même. Alors vous appelez à l'union, le rassemblement. La semaine dernière, Jean-Louis Borloo disait qu'il voulait peut-être créer un autre parti, en tout cas rassembler les centres. Comment vous allez pouvoir éviter que les radicaux quittent l'UMP ? Écoutez, ça c'est bon, ce sera aux radicaux de s'exprimer sur le sujet. Je pense que, enfin, moi je n'ai jamais été favorable à cette hypothèse. Vous savez, les calculs compliqués qui consistent à dire il faut diviser pour mieux rassembler après. Je ne crois pas à ça. Moi, je crois aux mathématiques simples, c'est-à-dire que plus on se divise, mais plus il est difficile de rassembler parce que ça n'est jamais de l'arithmétique, le deuxième tour, par rapport au premier. On l'a encore vu la semaine dernière. Donc vous ne craignez pas que le groupe UMP que vous présidez soit diminué par le départ de radicaux, puisqu'il y a cette tentation aussi d'avoir un groupe à l'Assemblée. Je pense que ce serait un handicap pour la majorité présidentielle, mais ça n'est pas à moi d'en décider.
c'est aux personnes concernées d'en décider. Moi, je pense que toutes les sensibilités ont leur place. C'est comme ça que l'UMP s'est pensé. Est-ce qu'il ne faut pas leur accorder une place un peu plus importante au gouvernement elle est importante. Vous savez, l'UMP, ça fait 2 présidents de la République de suite qui sont élus sur la bannière UMP. Deux fois que nous sommes, nous, élus députés sous la bannière UMP. Et vouloir diviser aujourd'hui. D'ailleurs, les sensibilités des centres sont très différentes entre un démocrate chrétien et un radical. Vous savez, il y a des sensibilités aussi larges qu'on peut les avoir entre un RPR et un représentant de démocratie libérale. Ce que je veux dire par là, c'est que regarder les sensibilités par le prisme des partis politiques auxquels on appartenait les uns et les autres il y a 10 ans n'a pas beaucoup de sens. Christian Jacob, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. À demain pour un prochain talk.